Bonjour et bienvenue les masterons. Bonjour, comment vous allez? Master littérature, les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous portez bien. Bon, vous êtes chez votre frère BMZ dans la chaîne Polyjour Educa. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, vous portez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je crois qu'on va débuter avec un cours par rapport à la critique. Bon, la critique, c'est un peu, c'est très assez difficile à comprendre. La critique, elle est vraiment, elle est complexe. Mais vous pouvez la comprendre et la saisir et la digérer, il n'y a pas de problème. C'est juste être assidu et suivre bien sûr vos cours. Et voilà, et faire des recherches et voilà, perfectionner le niveau, hein. Travaillez votre niveau chaque jour, chaque instant. Vous ne baissez pas les bras, vous pouvez y arriver, y a pas de problème. Bon, la critique, j'aimerais bien partager avec vous ce que j'ai digéré de la critique. Bon, d'abord, si on, on démarre d'une définition, j'appellerais ça une définition, pour ne pas dire personnelle, non, c'est une définition amateur. C'est une définition qui n'est pas, je veux dire, inscrite ou bien instaurée dans les annales, voilà, elle n'est pas programmée. Voilà, c'est comme tout le monde, vous pouvez développer selon votre compréhension et selon bien sûr, votre lexique. Je dirais quoi? Je dirais que la critique, elle correspond à un jugement. C'est tout à fait simple, vous jugez. Mais vous jugez quoi? Vous jugez des œuvres d'art, hein? Des œuvres. Entre parenthèses, les œuvres d'art, on peut dire les œuvres, c'est-à-dire les œuvres d'art, soit, je dirais, des romans, euh, voilà, voilà, même des conceptions, ou bien je ne sais pas comment qualifier ça, des œuvres d'art, par exemple, euh, un chef-d'œuvre, ou bien par exemple un portrait, de la peinture, de la poterie, hein? Une œuvre d'art peut aussi, il s'agirait de, comment dirais-je, comment dirais-je, une œuvre écrite, littéraire, un manuscrit, un article, voilà. C'est ça l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est-à-dire quelque chose à un poids, qui a eu un écho dans la société à travers, voilà, c'est c'est ça le jugement par rapport à des œuvres d'art. Bon, par rapport à la littérature, le jugement, la critique, elle est différente. La critique qu'on va étudier durant je dirais, le premier semestre, bien Master 1, euh, elle est programmée, c'est une critique des œuvres d'art, des vulgarisateurs, des gens qui ont, je dirais, des théoriciens qui sont énormément. Mais ce que vous devez savoir, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de critique, il faut savoir que c'est un outil, ce n'est pas une faculté. C'est un outil, on l'utilise pour vulgariser, pour analyser, pour utiliser, c'est comme par exemple utiliser le crayon et la gomme, hein. Vous allez voir que l'utilité de la gomme, comment dirais-je, elle n'est pas, voilà, on l'utilise de temps à autre. Elle n'est pas toujours en permanence. On n'efface pas les choses en permanence, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Alors la critique, c'est ça, c'est un outil. On l'utilise des fois, voilà. Et des fois, on utilise une autre alternative. C'est ça. Mais bon, par rapport à ce qui est programmé, par rapport à ce qui est programmé pour cette année, elle touche les œuvres d'art littéraires, hein, littéraires, c'est-à-dire les romans, les articles, peut-être même des citations dites, voilà, par rapport à des situations. Parce que vous savez bien que les théoriciens, euh, bon, ils ont comment dirais-je, ce sont aussi des militants, hein. Le côté de militantisme en eux qui les pousse à dire, à écrire, etc. La critique, ce n'est pas
une démarche, ou bien une activité, comment dirais-je, comme l'écriture, qui est attachée toujours à l'écrivain. Non, la critique, elle, elle se révèle comme outil de nécessité. On critique lorsque on a une situation qui demande la critique. Voilà. Bon, pour ne pas étaler, être, je dirais, bref et concis, entrer dans le sujet directement. Bon, dans le programme, vous allez débuter avec ce qu'on appelle la critique du jugement. Bon, la critique du jugement, vous savez bien, pour la déterminer, c'est une critique, ça dit, une critique qui évalue les œuvres, selon, je dirais, des normes. Des normes, par exemple, esthétiques, éthiques, des normes d'appréciation, hein, voilà. Euh, à la fin, vous devez valoriser, qui débute, comment dirais-je, qui aboutit à une valorisation de ces œuvres. Euh, voilà, c'est ça. Vous trouvez aussi dans le critique du jugement, elle est, euh, elle est répartie en deux. Vous avez deux types de, par exemple, vous avez la critique. Bon, la critique du jugement, elle est rigide. Elle vient à l'opposition de la critique de goût. La critique de jugement, comme je disais tout à l'heure, elle se répartit en deux. On a deux catégories. Vous avez la critique a posteriori et la critique a priori. Pour la comprendre, c'est facile parce que, bon, c'est facile par rapport à mes cours, hein. C'est pas par rapport à chez votre enseignant, c'est pas parce que vous allez avoir sûrement des textes longs où vous fourvoyez, hein, vous allez vous perdre avec un lexique, moi je ne le qualifie pas comme un qualifié soutenu, c'est de l'oratoire, c'est un lexique difficile à retenir. Et moi, j'arrive pas à le retenir lorsque j'étais, voilà, c'est difficile à mémoriser. Voilà, c'est pour ça, moi, je lance un appel, gens qui font, je sais pas comment ces textes sont confectionnés ou bien comment dire, ils sont fabriqués ou bien sont formés. Euh, Celui qui écrit avec eux, ils disent que c'est du soutenu, mais moi, je le qualifie comme oratoire parce que c'est pas le mot utilisé comme, je prends le mot de dogmatisme. Le mot dogmatisme, c'est pas un mot soutenu, c'est de l'oratoire. C'est un registre très très élevé, hein. Mais on peut le connaître, on peut l'ajouter à votre lexique. Mais parce que ce qui est connu, c'est l'oratoire. Pour ajouter un lexique, l'oratoire, à votre lexique qui est, je dirais, pauvre, soutenu, mais il manque, il n'a pas de, je dirais, il n'a pas atteint la perfection, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour ça, c'est parce que on n'est pas des natifs. Bon, je sors un peu du sujet, je reviens. Je disais tout à l'heure que dans la critique, ce qu'on appelle la critique de jugement, il y a deux. La critique a posteriori et la critique a priori. Bon, la critique a posteriori, pour la digérer, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'abord, on est en train bon, elle consiste à critiquer une œuvre, d'accord? Par exemple, vous avez une œuvre, n'importe quelle œuvre, par exemple, à la recherche du temps perdu de Proust, ou bien volume 1, par exemple, et voilà, vous voulez critiquer. Vous voulez critiquer. Et ici, oui, vous les critiquez, par exemple, alors qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez prendre, ou bien vous allez prendre à l'évidence, ou bien en considération, ce qui correspond par rapport ça dit correspond je dirais, ou bien le côté esthétique, le côté d'appréciation. Vous allez prendre les situations d'appréciation de l'œuvre. Pourquoi? Parce que lorsque vous prendrez le côté d'appréciation, ces tournures et ces- ces phrases, voilà, vous allez, comment dirais-je, vous allez les provoquer pour, comment dirais-je, comment les provoquer?
vous allez, bien sûr, lorsque vous critiquez, bon, je parle pas c'est-à-dire, si on parle pas de critiquer dans le sens de critiquer, non, je parle du fonctionnement de cette critique. C'est-à-dire, cette critique, elle fonctionne comment dirais-je, elle prend ce qui est considéré comme esthétique et appréciation, elle va le déformer, voilà, elle va le déformer en changeant le goût. C'est-à-dire, c'est-à-dire, lorsque change le goût, hein, on change le goût de qui? À votre avis, c'est le lecteur, voilà, parce que c'est lui qui est le premier, je dirais, le premier critique. Voilà, on change le goût du lecteur. On change le fait de changer le goût du lecteur, elle devient une critique dogmatique. Et puisqu'elle elle est devenue une critique dogmatique, ah, voilà, elle va passer de ce qu'on appelle la critique a posteriori à une autre forme de critique qui est la critique a priori. Et la critique a priori, c'est une critique simple qui est donnée, bien, qui est destinée à tout le monde, c'est une critique universelle. C'est ça la différence entre les deux. C'est-à-dire, pour aboutir à une critique a priori, vous devez passer préalablement à de la critique a posteriori, et c'est, comme j'ai expliqué, vous devez juste prendre le nécessaire. Voilà, c'est ça. Et vous savez, et pour aussi ajouter, dire que la critique du jugement, elle vient à l'opposition de ce qu'on appelle la critique du goût. Et pour les... Voilà, vous aurez aussi les critiques du goût et des textes. La critique, je vais vous dire quelque chose. La critique de goût, elle touche quoi? Elle touche cette beauté, cette beauté textuelle. Lorsque vous lisez par exemple Proust, ou bien vous lisez Hugo, ou bien Flaubert, vous trouvez que les scènes, des fois, lorsqu'on, je sais pas, il décrit une table plein et garnie de, voilà, des plats et de la nourriture, où tu le vis une certaine, comment dirais-je, une beauté, une cohérence entre les mots et il choisit bien les mots, voilà, les couleurs et les appellations, etc. C'est ça, c'est une critique de goût. Mais ce que vous devez savoir, c'est la critique de goût, elle est palpable, elle est évidente. C'est-à-dire lorsqu'on directement on comprend qu'il s'agit de critique de goût. Mais ce qui est, je dirais, compréhensible, que la critique de goût, comment dirais-je, elle n'arrive pas à ce stade, à cette catégorie, à cette, comment dirais-je, à ce niveau de critique de goût, sauf si elle est vulgarisée ou bien elle est évoquée à préalable par, voilà, par un changement qui la rend dogmatique, puis elle se transforme à ce qu'on appelle la critique de goût. Bon, ça c'est la deuxième critique, puis vous aurez ce qu'on appelle la critique d'identification, une autre critique qui touche, je dirais, bon, l'identification des œuvres, voilà, c'est facile à, voilà. Et vous aurez aussi la critique impressionniste, la critique impressionniste. Bon, la critique impressionniste, pour la déterminer, c'est une critique, c'est une critique qui se base sur les impressions personnelles, hein, et les réactions, je dirais, subjectives et les appréciations du critique vis-à-vis ou bien par rapport à l'œuvre. Je donne par exemple ici, je peux donner exemple, je vous parle par exemple par rapport à la critique impressionniste. On peut dire par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire par exemple écrire un compte rendu de lecture. Par exemple par rapport à l'œuvre de Proust, à la recherche du temps perdu, mais en basant uniquement sur quoi? Sur les émotions face, bien sûr, au souvenir évoqué dans l'œuvre. Ça, c'est un bon exemple. Une autre littérature, pardon, une autre critique positiviste. Vous aurez aussi la positivisme, bien le côté critique positiviste, qui découle bien sûr du positivisme.
C'est une critique qui touche ou bien qui s'intéresse ou bien se base sur quoi? Sur l'effet historique et scientifique pour interpréter les œuvres. Tout en restant, comment dirais-je, tout en restant, ou bien en restant, en mettant l'accent sur les interprétations culturelles et sociales. Ici, l'exemple dans ce genre de critique, euh, qu'est-ce que je peux donner? Par exemple, vous donnez, euh, par exemple, une œuvre de qui? Par exemple, une œuvre de Camus, par exemple, une œuvre de Camus, euh, La Peste, pour exploiter ou bien explorer l'impact du déterminisme biologique et social sur les personnages, par exemple. Ça, c'est une autre forme de critique. En passant à une autre critique aussi, vous avez la critique, ce qu'on appelle la critique. Bon, on a cité un, la critique du jugement, d'identification. On a dit aussi la critique du goût, la critique impressionniste. Maintenant, la critique positiviste. La critique positiviste, on a parlé, on a donné ce dernier exemple. Maintenant, on passe à une autre critique qui est la critique biographique. La critique biographique, elle vise à évaluer, eh bien, elle cherche à comprendre, c'est-à-dire l'œuvre à travers la vie de l'auteur. Tout en restant reliant à ce qu'on appelle les expériences personnelles et aussi la création la création littéraire aussi. Parce que sont liés l'un à l'autre, les expressions personnelles et cette création littéraire. Donner exemple, qu'est-ce que je peux donner exemple? J'en ai comme exemple. Je donne par exemple, euh, je donne exemple, par exemple, qu'est-ce que je donne? Critique biographique, vraiment. Bon, on cherche par exemple non, une biographie, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'œuvre de Les Confessions, contrat de confession de Rousseau. Dans les contrats de confession de Rousseau, vous allez la considérer comme biographie qui reflète quoi? Elle reflète les conflits, les contraintes de l'auteur, tout simplement. Parce qu'à travers la biographie, je vais connaître l'auteur, son vécu, voilà, sa façon de penser, etc. C'est ça le but de ce qu'on appelle la critique biographique. Et bon, on passe à une autre chose. Bon, la biographie, je peux ajouter quelque chose de très important. Écoutez, il faut pas, bon, vous adoucissez ça, parce que vous aurez ça comme formation. Vous allez découvrir un écrivain qui porte le nom de Sainte-Beuve. Et c'est très très important. C'est quelqu'un, c'est un écrivain c'est-à-dire un écrivain de grand calibre, hein. Voilà, bon, par rapport à la critique biographique, elle est destinée à des gens qui critiquent critique, par exemple, et qui vient un spécialiste qui va critiquer quoi? Qui va critiquer une œuvre d'un auteur. Par exemple, avec Sainte-Beuve, celui qui va le critiquer, c'est qui? C'est Proust. Ce dernier, il va être critiqué par Flaubert. Et voilà, ainsi de suite. Ça y est, je pense que vous avez compris. Jusqu'en arrivant, par exemple, chez Baudelaire, avec Les Fleurs de Mal, qui est critiqué également par un Américain qui porte le nom, je crois, de Alain Edgar. Je pense que, comme ça, je vous ai approché l'image. C'est ça le but de cette critique biographique. Et voilà, et aussi, faut retenir les noms, hein, les noms des écrivains, voilà, et comprendre cette démarche critique, elle est très essentielle. Et voilà. Maintenant, on passe à une autre critique, je crois. Bon, j'ai ajouté aussi, j'ai oublié quelque chose par rapport aux critiques positivistes. Il y a un concept qu'on appelle la sociocritique. Parce que la sociocritique,
Vous allez étudier la sociocritique. La sociocritique, c'est quoi? La sociocritique, c'est une discipline. Elle est née en 1970 par Claude Duché. Claude Duché, c'était aussi un chercheur et un linguiste. Et elle se caractérise comme, un, une critique nouvelle, deux, elle s'intéresse à étudier ou bien analyser les textes de façon profonde, bien profondément. Trois, elle est considérée comme un miroir ou bien quelque chose qui transmet quoi? Elle transmet la réalité de la société, bien la réalité des gens, etc. Voilà. Bon, ces sources, je peux dire ces sources. Un, elle s'intéresse à l'histoire et la littérature. Deux, la sociologie et la littérature. Vous avez également la sociologie de vie, la sociologie de la création, la sociologie de lecture, et vous avez l'examen, ou bien, comment dirais-je, oui, l'analyse intérieure, et enfin, vous avez le cadre esthétique. Vous devez juste retenir ça, bien retenir cela, ok? On est arrivé à 21 minutes. Je pense que, bon, ça c'est par rapport à S1, hein, S1. Mais j'ajouterais aussi, si vous permettez aussi, de parler de ce qu'on appelle la critique. Il existe aussi la critique textuelle. Qu'est-ce que ça veut dire la critique textuelle? La critique textuelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, durant votre cursus, je sais pas, le terme philologie. Le terme philologie, celui qui était, je dirais, très attaché à ce qu'on appelle à ses échos, je ne sais pas il se rappelle de ce qu'on appelle le nom, avant de dire que la première appellation de la linguistique était philologie. La philologie, c'est un nom archaïque, on parle de l'archaïsme, voilà. C'est un nom archaïque qui désigne la linguistique. C'est-à-dire, à l'époque, voilà, au Moyen-Âge, on parle pas de, il n'y avait pas de mot linguistique. Le mot linguistique est apparu juste, je dirais, peut- peut-être le début de ce qu'on appelle la linguistique moderne de Saussure et en remontant. Ok. Mais derrière, on parlait pas de. Il y avait que la philologie. Bon, l'essentiel, je ne vais pas étaler. La philologie, elle étudie ce quoi? Elle étudie les textes anciens, les langues anciennes. Alors, par rapport à la critique textuelle, elle étudie quoi? Elle étudie des différents textes. Cette multitude d'œuvres et textes que des fois, on n'arrive pas à connaître, faire la différence entre l'authenticité, on cherche l'authenticité et la véracité, on n'arrive pas. Vous voyez? Alors, c'est ça le rôle de la critique textuelle. C'est une critique qui s'intéresse aux différents textes pour soustraire, si on peut dire, l'authenticité de l'œuvre. Si vous avez par exemple une œuvre, mais elle était, comment dirais-je, publiée d'une façon, je dirais, anarchique, hein, voilà. Voilà, pour la définir, on doit utiliser cet outil. Euh, et l'exemple parfait dont vous pouvez adosser votre argument, je crois, c'est réviser ce qu'on appelle, ça c'est l'exemple, hein, réviser, vous écrivez comme ça, réviser les éditions d'Homère pour déterminer l'authenticité, la vraie authenticité de ce qu'on appelle euh, l'Iliade, par exemple. C'est un exemple très très fort et vous pouvez l'utiliser bon, même si parce que dans les examens, vous pouvez même pas voir ça, mais vous ajoutez ça comme quelque chose de connaissance et qu'en quoi vous lisez, hein, vous connaissez ce que ça veut dire la littérature, ses dérivés et son histoire, et voilà. Maintenant, j'ajouterai aussi une dernière critique qui est la critique sociologique. La critique sociologique, c'est une critique, bon, sociologique, forcément la société, d'accord? Bon, on a la société, l'œuvre et le critique. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? D'accord. Bon, la société, pour définir la critique sociologique,
C'est-à-dire, elle s'intéresse, ou bien elle vise, ou bien elle se base sur l'œuvre et ses relations entre différentes structures. Par exemple, vous avez la structure économique, sociale, économique, politique, religieuse, etc. Parce que c'est bien dans la société. Bon, l'œuvre, elle tient à plusieurs, je dirais, relations. Parmi ces relations, il y a des structures. Ces structures peuvent être sociales, économiques, religieuses, etc. Bon, ça c'est la définition. Bon, attendez une minute. Et vous ajoutez que ces structures qui ont permis quoi? Qui ont permis à l'œuvre de coexister. C'est très très important. D'accord? Maintenant, on vous donne l'exemple. Qu'est-ce qu'on va donner? On donne l'exemple par exemple. Qu'est-ce que vous allez dire? On donne un exemple, par exemple. Vous lisez, par exemple, lisez ou bien quoi? Cherche un roman qui soit très 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 attaché à la société. Voilà. Par exemple, étudier l'étranger de Camus. Pourquoi étudier l'étranger de Camus? Pour une simple raison, comme une critique de surveillance, de la surveillance et du totalitarisme de ce qu'on appelle la société moderne. Je répète, étudier l'étranger de Camus comme de la surveillance, hein, la surveillance, parce que la surveillance, elle est instaurée dans l'étranger. Il parle de cette société algérienne, arabe, franco, pays noir, elle est instaurée. Et le totalitarisme de qui? Bien sûr, de l'administration française, n'est-ce pas? Au sein d'une société moderne. Parce qu'à l'époque, voilà, on incarne Alger, ou bien incarne Alger incarné ou bien évoqué dans l'étranger, elle incarne la société moderne. Merci de votre attention, mes amis, et à la prochaine. Je souhaite, espérons que ce cours de critique sera pour vous bénéfique. J'ai pas fait des gaffes, j'ai prononcé bien, j'ai vulgarisé bien, j'ai démontré bien. J'attends vos commentaires, j'attends voilà, des- votre soutenance, hein. Merci, à la prochaine.